Ambassadeur de la province de Liège via le service des relations extérieures de la province, directeur de Youth of Understanding, centre d'échanges éducatifs internationaux, consultant indépendant en management d'entreprise et accompagnement d'entrepreneurs de PME, Monsieur Rostand Thiele nous parle de sa vision diasporique du développement régional au Cameroun. Bonjour Monsieur Rostand Thiele, bienvenue sur la chaîne africaine Vision 4. Vous êtes un ambassadeur de la province de Liège. Quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur de la province de Liège? Bonjour, en tout cas merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Je profite aussi pour saluer vos téléspectateurs et encore félicite et encourage votre travail. Pour répondre simplement à votre question, je vais d'abord vous dire que c'était un honneur pour moi d'avoir été choisi comme ambassadeur de la province de Liège. Et je remercie ici, via votre média, la députée provinciale Katifiké qui m'avait fait ce privilège. Notre rôle, c'est quoi? On a trois actions principales, je dirais. Premièrement, c'est de pouvoir simplement, pour parler en français simple, vanter un petit peu la province de Liège à l'extérieur, en parler, assurer son rayonnement à l'extérieur. Ça, c'est une première mission. Une deuxième mission, c'est de créer les liens, de garder un petit peu ce lien entre les Liégeois qui soient à l'étranger ou bien des Liégeois qui soient ici hors de la province, d'essayer de garder un peu les liens entre eux, de se rappeler les bonnes choses et de créer comme ça une dynamique, un côté positif un petit peu d'être de la province. Et puis, un dernier point qui n'est pas non plus inintéressant, pourquoi pas attirer les investisseurs ici en province de Liège et pourquoi pas vanter aussi les mérites de nos universités aux étudiants internationaux et pourquoi pas non plus ici ouvrir Liège comme capitale culturelle dans tout ce que nous entreprenons. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas non plus non négligeable. Voilà. Vous avez une vision diasporique du développement régional au Cameroun. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Oui, ça c'est une question qui est un très très grand chantier. Avant peut-être de revenir un petit peu sur les actions sur le terrain, j'aimerais, si vous permettez, ici faire un rétroact un petit peu de ce que c'est qu'un porteur de projet. C'est dans ça que vous allez comprendre un petit peu, à faire le lien avec nos actions sur le terrain. La première chose, c'est que quand même, il faut se rendre compte des chiffres. C'est-à-dire, première chose, si je peux parler par exemple de la diaspora camerounaise, si on va sur le site du ministère des Affaires étrangères, on se rend compte qu'ils estiment à plus ou moins 1 500 000 la diaspora camerounaise à l'étranger. Et ici en Belgique, quand on va sur le site de l'ambassade de Belgique, le chiffre avancé de 12 000, je dirais plutôt 15 000, plus ou moins. Mais dans ces 15 000, qu'est-ce qu'on met? On met un peu de tout là-dedans. Donc voilà un petit peu, pour donner un petit peu la force que représente la diaspora. De cette force-là maintenant, il faut essayer de voir comment est-ce qu'elle est organisée. Donc c'est en ça qu'on comprendra tout de suite les actions que nous menons. Donc cette diaspora est diverse, et, enfin je vais dire plurielle, elle est organisée différemment. Et nous nous inscrivons un petit peu dans cette diversité-là. Et en prenant conscience un petit peu de notre rôle que nous sommes comme diaspora, on a voulu un petit peu faire ce travail, un petit peu cette introspection. Et deuxième chose quand même très importante avant de revenir encore sur les actions, je vous dirais quand même qu'il faut aussi voir quels sont les axes sur lesquels la diaspora peut intervenir au Cameroun ou même dans les régions en fonction un petit peu des volontés de chacun. Et on peut se rendre compte que c'est dans plusieurs axes, que ce soit éducation, santé, les infrastructures, les écoles, les foyers culturels, les églises, enfin, et j'en passe. Donc, identifier un peu tous ces chantiers-là et attirer un petit peu les régions, apprendre ça en main, parce que vous savez que la loi sur la décentralisation donne et donnera, ou peut-être même beaucoup de poids aux régions et les responsabilisera un peu plus. Et je pense que c'est une occasion, une opportunité pour eux de créer des partenariats avec la diaspora pour les aider à développer comme ça, à libérer les forces vives des régions et ensuite assurer un petit peu le développement de la région, accompagner la diaspora qui ne demande que ça. Pourquoi est-ce que la diaspora ne demande que ça? Vous me direz. Je dirais simplement qu'il y a aussi plusieurs raisons. Quand on a la diaspora, on a besoin un petit peu de donner un sens à son expatriation. Donc pour certains, ça peut être l'ego, par exemple. Pour certains, ça peut être simplement de l'altruisme, aider son prochain. Pour certains, ça pourrait peut-être mécanique, de dire voilà, je suis croyant, Dieu a dit qu'il faut aider mes compatriotes, je vais les aider. Mais pour certains, je dirais beaucoup plus traditionnel, peut-être. C'est de dire voilà, bon, dans notre tradition à nous, la solidarité, c'est un maître mot. Tous ces composantes-là ne sont pas à exclure, il faut en tenir compte. Donc je dis, cette diaspora, quelle qu'elle soit, a au moins l'une de ses motivations dans ses envies de le faire.
Mais une fois qu'on a fait ça, et c'est ce que nous avons fait, on a créé vraiment une structure, je dirais plutôt un agrégat qui nous permettrait alors de mettre et de légaliser notre structure ici en Belgique pour pouvoir travailler de manière structurée. Parce qu'une des erreurs qu'il ne faut pas faire en tant que diaspora, c'est d'être dans un pays et de fonctionner comme ce pays n'a pas de loi, comme ce pays n'a pas de règles. Or, il faut justement, c'est une opportunité de s'aligner sur les règles du pays et de créer sa structure. Donc, nous avons créé notre structure dans laquelle, certes, nous avons une finalité. La finalité elle est économique et sociale. Économique, pourquoi? Parce qu'on aide aussi les entreprises à se développer, on aide les entreprises à faire des partenariats ici en Belgique. Social, pourquoi? Social, parce que nous aidons nos populations en Afrique sur place. Social aussi, pourquoi? Parce que nous aidons ici la population européenne, ne serait-ce que par des plaidoyers, ne serait-ce que par des valeurs que nous partageons avec eux, pour parler un petit peu de ce projet, de tout ce que la diaspora pouvait apporter, ne serait-ce que le know-how, par exemple, ici en Belgique, nous sommes familiers, ce que j'appellerais moi les intercommunales, expliquer aux communes qu'elles peuvent se mettre ensemble pour certains sujets, mutualiser les moyens, pour pouvoir tirer vraiment un vrai bénéfice de cette coopération d'abord décentralisée, certes, et aussi de ce projet de loi qui est la décentralisation et qui ne dépend que des acteurs sur place. C'est à eux de prendre les responsabilités et de dire tiens, nous allons prendre ça et construire un petit peu nos régions. Et je peux leur dire tout de suite que ne prenez pas de faux esprits ni de faux fuyants. Les populations vous en voudront si malgré l'outil que le chef de l'État nous a donné, vous ne prenez pas vos responsabilités. Je pense que là, le suffrage est direct. Voilà, je peux vous citer encore plein de projets comme ça que nous faisons. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée, une lecture claire de ce qu'on peut faire en tant que diaspora. Et dans ce sens-là, je dirais que nous, diaspora, nous devons être exemplaires d'un coin, et puis deuxièmement, pédagogiques dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et puis enfin, un message à destination peut-être de nos populations, c'est de dire attention, sans des limites. Et comme dirait le professeur Faudouin, la diaspora n'a pas être simplement une vache à lait. Voilà. La Belgique a récemment connu des inondations dramatiques. Est-ce que cela était une surprise? Oui, bon, nous avons tous été impactés et je dirais ceci d'entrée de jeu, toute catastrophe naturelle est toujours malheureusement une surprise. Bon voilà, on n'aurait pas pu prévoir ça. Certains sont allés avec les analyses écologistes en disant que c'est le réchauffement climatique. Je dirais simplement que c'est une évolution climatique. Réchauffement parce que je ne suis pas météorologue ni géologue, donc je ne peux pas rentrer dans les détails techniques. On constate, il ne faut pas le nier, que depuis les années plus ou moins 2000, il y a une évolution un petit peu dans tout ce qui est un peu on va dire évolution climatique. Donc en ce sens, ce n'était pas une surprise, mais en ce qui concerne l'ampleur de la catastrophe, c'était une surprise. Je peux vous dire que ça fait 40 ans que je vis en Belgique, je n'ai jamais vu la Meuse déborder. Et comment avez-vous vécu ces inondations? Je l'ai vécu de deux manières, je dirais. Premièrement, d'abord, je l'ai vécu en première ligne parce que j'étais moi-même malheureusement pris dans ces inondations. Donc, en ce qui me concerne, je peux dire que mon côté camerounais m'a un petit peu aidé. On sait que le Camerounais est très très résilient. Donc voilà, on ne pouvait que s'asseoir et attendre que ça s'arrête. Voilà, il y a un sentiment d'impuissance en tout cas. Quand il y a un déluge, quand il y a ce genre de bourrasque qui se met en route, on ne peut rien faire. Donc il fallait juste espérer que ça ne noie pas et que ça n'emporte pas tout. Voilà, c'est mon côté résilient du Cameroun qui m'a fait rester comme ça. Maintenant, en ce qui concerne la vision un petit peu de la ville, de la cité ardente, Liège comme on l'appelle, c'était vraiment dramatique. Pendant que vous observiez les dégâts chez vous, certains ont tout perdu. Écoutez. On a tout perdu, tout était nouveau, neuf, tout l'intérieur, on venait de terminer. Il faut tout refaire, on en a pour presque 100 000 €. Il y a 2 ans, on a cédé à un incendie. Et ça a valu 30 000 € de dégâts. Tout est à refaire, on a tout perdu. Il faut retrousser les manches et tout refaire. Il n'y a pas que nous on a encore un peu de chance, on a notre maison, donc nous on ne peut rien du tout. Il ne reste plus rien. Tout est détruit, il ne nous reste vraiment plus rien. Ça a monté jusque presque au 2e étage, mais tout le bas, il n'y a plus rien. Dans toutes les maisons de la rue, c'est comme ça. En voyant les eaux monter, avez-vous eu peur? Je dois vous dire que c'est super impressionnant, j'ai eu très très peur. Pas peur de l'inondation en tant que telle, mais je ne savais pas jusqu'où ça allait aller. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu de l'eau plus ou moins au-dessus de mes genoux. Donc voilà, ça s'arrête au-dessus de mes genoux. Donc on peut s'estimer heureux à ce moment-là. Mais la peur vous habite parce que
3 fractions de seconde entre un filet d'eau qui arrive chez vous, le temps de descendre, l'eau vous monte au genou, donc vous montez les étages pour aller essayer de vous abriter, en espérant simplement que ça ne déborde pas, parce que même si vous sortez, il y avait de l'eau partout. Donc voilà, c'est la peur que j'ai eue. Et une fois de plus, je dis que mon côté résilient du Cameroun a fait que, comme on dit souvent, all you can do, sit and wait. Donc c'est ce qu'on a fait. La peur nous habitait, mais ce n'était pas une panique. C'était une peur, mais pas une peur panique. Voilà, parce qu'il fallait garder quand même ce minimum pour pouvoir réagir au cas où il y aurait eu des vies à sauver, quelque chose comme ça. Comment envisagez-vous l'avenir? Avez-vous reçu l'aide du gouvernement? En ce qui me concerne, je suis résolument optimiste dans la vie. Donc, on ne peut être qu'optimiste. Donc, quand on descend dans les méandres, quand on descend dans une cave, on ne peut que remonter. Donc voilà, je suis résolument optimiste, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, de l'aide du gouvernement, je vais vous dire aussi quelque chose, c'est qu'en général, moi je n'entends rien du gouvernement, si ce n'est qu'elle nous donne les armes législatives, juridiques, qu'elle trace le contour de tout ce qui est législatif pour qu'on puisse aider les populations. Bien sûr, il y a tous des cas urgents où il y a des gens qui ont perdu carrément toute leur maison, c'est d'accélérer tel dossier pour qu'ils aient des logements provisoires dont dispose la ville. Mais pour le reste, en ce qui me concerne, je n'attends rien du gouvernement, si ce n'est que vraiment cet aspect, cet outil législatif qui nous permet de pouvoir alors avancer dans nos négociations. Par exemple, ce que j'attendais du gouvernement, en ce qui me concerne, c'était de demander aux assureurs de ne pas jouer aux assureurs, de vraiment dédommager les gens sans pour commencer à jouer aux assureurs. Et je pense que le gouvernement en Belgique, la province de Liège et la ville de Liège ont joué le jeu, et je pense que les assurances pour des dégâts, je vais dire, pas contestés ni pas contestables, ont vraiment joué le jeu au niveau du dédommagement. Et une chose que j'aimerais ajouter ici, et je pense que c'est un petit peu le plaidoyer que moi je porte auprès de mes concitoyens, c'est de dire, face à un drame, face à une catastrophe pareille, l'argent pour moi n'a pas de 100 000 valeurs. Ça je le dis vraiment en toute sincérité et toute honnêteté. Je vais vous expliquer. Il me restait une photo de mon grand-père paternel. La seule photo qui me restait de mon grand-père paternel est partie dans les inondations. Je ne sais pas comment est-ce que je vais valoriser ça. Donc ça n'a pas de prix. J'avais des lettres holographiques. De l'époque, vous savez, quand on venait ici en tant qu'étudiant, on s'écrivait des lettres de nos meilleurs amis, de nos petites fiancées, etc., que je gardais. Mes interrogations de l'école primaire au Cameroun, mes bulletins de l'école primaire au Cameroun, tout ça sont partis dans les inondations. Et je dis, pour moi, ça n'a pas de valeur. On ne peut pas me dédommager à hauteur de ça. Donc, je pense que nos concitoyens qui ont été touchés, le conseil je donnerais, c'est de ne mettez pas tout dans l'argent. C'est-à-dire, voyez un peu plus large et regardez aussi en termes de souvenirs, de patrimoine, ce que vous avez perdu et voir comment vous allez rebondir par rapport à ça. Donc, ça m'a permis, par exemple, de réfléchir comment est-ce que je garderai mes souvenirs autrement que ce que j'avais fait. Comment est-ce que les rapports que j'entretiens, même avec le matériel, moi, ont été complètement changés. Je vous assure qu'à partir d'aujourd'hui, je me suis même rendu compte, regardez dans les rues, on est dans un monde de surconsommation. Il y a des choses qu'on a perdues, on s'en fout parce que c'était de trop. Et finalement, il y a des choses, la valeur refuge reste sa propre maison. Donc celui qui n'a plus de toit, c'est compliqué. Je peux commencer à compliquer. Donc revenir vraiment à des valeurs refuge, des valeurs vraiment de base, et repenser plus tard son modèle de consommation, son modèle de société, même comment la société sera organisée. Il y aura des conséquences plus tard. Le monde du Covid dans lequel nous sortons, et nous allons apprendre à vivre le Covid aujourd'hui, ajouter à ces catastrophes, je pense qu'on doit repenser un modèle de vie. On doit repenser même ne serait-ce que l'entraide entre les gens. On doit repenser ne serait-ce que la protection civile, voir si les procédures d'urgence sont adaptées, etc. C'est plutôt vers ça que je me tourne et pour ça, je suis très très optimiste et je salue d'ailleurs ici une fois de plus encore le gouverneur de la province de Liège qui a pris les mesures idoines et qui n'a pas manqué tous les jours au quotidien d'aller voir la population et de remettre plateforme en question ces balises dont je parle. Parfois, nous avons des inondations au Cameroun au même titre que des pays industrialisés. Mais on rencontre ces difficultés et comment pouvoir gérer ces inondations au Cameroun? Comment les prévenir? Voilà, pour répondre pour le Cameroun, bon, je ne suis pas politique au Cameroun, je n'ai pas une vision politique, mais j'ai quand même une vision de société. Et je peux vous dire ceci, au-delà de l'inondation, c'est comment la société est organisée en termes de protection civile. Et je pense qu'au Cameroun, il faut faire son examen de conscience, il faut vraiment revoir ça en profondeur.
Quand on voit par exemple un accident des écarts, par exemple, ce genre de choses, c'est une catastrophe qu'on n'a pas su juguler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de protection civile, il n'y a pas une organisation, une gestion de bénévoles dans chaque région pour pouvoir aider les uns les autres, comme ici on a les pompiers volontaires et bénévoles, etc. etc. Donc c'est cette structure qu'il faut d'abord voir en termes d'aide et de soutien à chaque région. Et je pense que les maires, une fois de plus, la coopération décentralisée et la régionalisation leur permet de mettre librement ce genre de choses en place. Donc d'en voir comme ça sur place des structures, je veux dire, de première intervention. Donc face à ça déjà, on peut limiter le niveau des coopérations. Maintenant, l'aspect purement environnemental, je ne suis pas, un écologiste ni un environnementaliste, mais je peux simplement dire en termes de structure, le gouvernement peut jouer son rôle pleinement en termes d'aménagement du territoire. Et peut-être constituer des commissions, je vais dire ad hoc, où on mettrait par exemple des géologues, des météorologues, et des responsables de l'aménagement du territoire et d'autres personnes un petit peu moins des compétences un peu transversales et travailler ensemble. Moi je pense, je me souviens de son nom, j'ai vu qu'il avait fait des travaux dans Yaoundé, il commençait tout doucement à remettre un petit peu Yaoundé dans certains axes principaux au bout du jour. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut faire et amplifier et le faire franchement et respecter bien sûr, comme je disais tout à l'heure, les permis de bâtir simplement. On ne construit pas dans un marigot, on ne construit pas n'importe comment dans des zones où il pleut. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place et repenser. Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'au Cameroun, on n'a jamais eu de catastrophe, qu'on n'a jamais rien fait. Le Cameroun a ses réponses face à ce genre de catastrophe, mais pour amplifier ce genre de réponses, si on anticipait un peu ce genre de choses, j'insiste beaucoup sur la protection civile et former un petit peu les bénévoles de première intervention, parce que l'accident des écarts, c'est ce que ça nous a appris, c'est ce qui nous manque. Vous avez connu plusieurs générations de la diaspora. Quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui aux jeunes de la diaspora par rapport à des comportements déplacés que nous vivons ces derniers temps? Là, vous revenez dans une question qui est assez compliquée et complexe. On ne peut pas répondre comme ça en donnant des slogans. Je vais encore donner une réponse plutôt structurelle. Ça va être, comme ça va englober un petit peu tout le monde. Premièrement, c'est que votre question me vieillit un petit peu. Hein. Je me rends compte effectivement, comme vous dites, que ça fait des décennies que nous sommes ici. Et deuxièmement, je dirais aussi, il faut que jeunesse se fasse. Une jeunesse qui n'est pas remuante, qui n'est pas, je ne vais pas dire révoltée, révolutionnaire, qui ne revendique rien, n'est pas une jeunesse. Donc on va dire, mettons ça dans le sens de, il faut que jeunesse se fasse. Maintenant, derrière ça, il faut encadrer tout. Je vous dis tout à l'heure, quand on est dans des pays comme nous, des pays hôtes, on doit respecter les lois des pays, on doit respecter certains règlements des pays, pour pouvoir avoir une action qui soit comprise, etc. Et savoir qu'on a un système de démocratie, on va dire ça comme ça. On doit respecter d'abord première chose. Bon. Au quotidien, j'ai un plaidoyer, moi, qui s'adresse beaucoup plus aux jeunes. Aux jeunes, moi, dire jeunes, une fois de plus, je les prends de 15 à 35 ans, selon un petit peu la vision du jeune ici en Belgique, on va dire ça comme ça. Et dans toutes les actions que nous faisons, on essaye d'éveiller leur conscience qu'ils soient vraiment des citoyens, qu'ils soient responsables, qu'ils soient actifs, qu'ils soient certes critiques, mais qu'ils soient aussi solidaires. Voilà, ce sont ces simples principes pour lesquels nous intervenons. Voilà ce que je dirais aux jeunes. 1. Respectez les règles des pays, des lois des pays où vous êtes. Soyez des citoyens, soyez responsables. Garde ton état critique. Il faut être actif, mais quand on dit actif, dans le bon sens, critique, et rester quand même solidaire. Une fois qu'on fera ça, je vous assure qu'il n'y aura aucun débordement. Donc, je n'ai pas de ligne de conduite à dire aller à gauche ou aller à droite. Pourquoi? Parce que chacun de nous a sa vision, ou chacun de nous, comme on dit au Cameroun, a son couloir, mais que ce couloir-là amène au pot commun qui est le Cameroun, et qu'on sache surtout, qu'on prenne tous conscience que nous sommes les ambassadeurs du Cameroun à l'étranger. Et quand on dit un ambassadeur, c'est protocolaire. C'est protocolaire même dans sa façon de se comporter. C'est protocolaire même dans sa façon de véhiculer l'image du pays. C'est pas n'importe quoi. Donc, il y a comment on dit, le linge sale se lave toujours en famille. Voilà ce que je peux dire. Donc, un diplomate n'est pas quelqu'un qui va rentrer dans un café comme ça et tout casser. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout. Mais il va vous amener sur une table de discussion vers lesquelles chacun va pouvoir exprimer son avis et vers lesquelles chacun va faire sa critique et vers lesquelles on va soutenir solutions idoines pour que le pays avance. Il est clair que un pays, quel que soit le pays, n'est jamais figé et les lois de la nature font que ça va quand même toujours évoluer et ça va devoir changer, mais ce changement se passera toujours et toujours dans un cadre, qu'on ne se trompe pas. Voilà.
C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission.